Merci d'être là et merci aux organisateurs. Alors, je vais vous présenter un petit sujet qui est un sujet discret, c'est la physique cachée du milieu souterrain. Alors, cachée, doublement cachée, je dirais, parce qu'elle est cachée puisqu'elle est sous terre, mais elle est cachée aussi parce qu'elle est extrêmement discrète. C'est-à-dire que les variations qu'on a sous terre, qu'on peut espérer sous terre, eh bien, nos sens ne les perçoivent pas. Et c'est pour cela qu'il faut des appareils suffisamment précis pour les enregistrer. Et ça reste un fonctionnement un peu ignoré. Et il faut aller dans les grottes pour trouver ce fonctionnement, pour identifier ces phénomènes qui caractérisent finalement une partie de la Terre qu'on appelle la zone critique. La zone critique qui s'étend de la canopée, du sommet de la canopée jusqu'aux aquifères. Eh bien, dans cette zone, tout l'habitat humain et animal se trouve. La Terre, c'est simple, c'est une grosse masse, une grosse boule, mais la zone habitable, c'est une fine épaisseur qui est périphérique. Et donc, cette zone critique, elle est évidemment bien visible en surface, elle est beaucoup moins connue au fur et à mesure qu'on descend. Donc, c'est un peu ça que je vais vous montrer, et en suivant deux guides, qui sont les guides des restes, des vestiges préhistoriques et des grottes à cristaux, qui sont des sites esthétiques et touristiques. Alors je vais suivre le travail de mon camarade Christian, pour vous montrer un événement catastrophique, une catastrophe qui se produit en surface, et on va essayer de la voir de sous terre. Il s'agit de l'explosion d'un volcan, le Onga Tonga, le 15 janvier 2022, et c'est réellement un événement catastrophique, c'est un événement de grande puissance, sous-marin, donc ça a un peu amorti le choc. Donc vous voyez la position, c'est à 17 000 km de chez nous. Sur l'image centrale, vous voyez l'explosion, vous avez l'océan Pacifique, et puis cette grosse explosion sous-marine qui se manifeste à la surface. Et puis vous avez sur la Terre, une vision satellitaire de la Terre, avec une onde de pression barométrique. Vous avez une onde de pression, comme un bang, qui fait le tour de la Terre et qui revient. Vous voyez, ceux qui ne sont pas loin, ils voient l'onde de pression, elle se propage, et puis elle va revenir, elle va refaire le tour de la Terre. Alors la modélisation de ce phénomène, voilà, la première onde barométrique ici, qui est enregistrée, je ne sais pas si vous voyez la souris, donc elle est enregistrée au moment de l'explosion, et ensuite, plusieurs jours après, voilà, le 15 janvier, 16, 17, 18, 19, 20, eh bien elle revient parce que l'onde barométrique fait le tour de la Terre, puis elle est arrêtée par rien, et donc elle tourne avant de s'amortir. Voilà le modèle, explosion, l'onde, avec un effet de résonance à la surface des océans. L'effet de résonance est un effet amplificateur, et vous avez des tsunamis, des vagues de tsunamis qui se produisent. Ces vagues de tsunamis, ce ne sont pas des tsunamis habituels. D'habitude, vous voyez, dans le tremblement de terre de Lisbonne, vous avez un tremblement de terre à un endroit, et puis vous avez une vague qui est due à un décalage du plancher océanique, puisque c'est dans l'océan, et cette vague va déferler localement sur les côtes. Ça reste dans la même mer, dans le même océan. Ici, c'est un phénomène global. Tous les océans sont concernés, puisque c'est une résonance avec la surface marine.
Alors dans les grottes, eh bien on le voit. Hein. Dans les grottes en France, à Nyon, dans le Quercy, dans le Lot, hein, ici, le Tarn-et-Garonne, à Bruniquel, etc., à Chauvet, dans l'Ardèche, eh bien on voit ce qui se passe. Vous voyez ici, vous avez la pression. On enregistre la pression et on enregistre ici la variation de pression. Et vous voyez que l'onde barométrique, eh bien, elle est sur le baromètre. C'est normal, hein, on la voit. Donc là, mais elle est aussi sur la température. Elle est là, sur la température, un pic inverse, un autre pic, et ici des petites variations. Et puis aussi, on a mesuré les aérosols, et le jour où est arrivée la première onde, eh bien, des aérosols sont entrés en suspension dans l'air souterrain. Donc on a un événement, si vous voulez, qui est discret, bien sûr, hein, puisqu'il faut des appareils assez ténus, mais vous voyez, qui se marque de manière globale et qui se marque aussi sur le milieu souterrain. Alors sous terre, on voit d'autres choses, hein, alors les tremblements de terre, évidemment. On s'attend à voir des tremblements de terre. Mais ce n'est pas facile de les enregistrer, hein, autrement qu'avec un sismographe. Eh bien, on a pu les enregistrer en 2019, c'est le séisme du Teil, à magnitude 5,1, avec, dans la grotte Chauvet, qu'on avait instrumenté, on avait tout un tas de paramètres, le CO2, la pression, la température, etc. Et on avait les égouttements sous une concrétion. On comptait les gouttes sous une concrétion. Et puis, on avait aussi le niveau de l'eau dans un aquifère. Eh bien, au moment exact du séisme, vous voyez, l'enregistrement des gouttes d'eau, hop, ça s'arrête. Là, vous avez plusieurs heures, après ça va reprendre, hein, plusieurs jours, finalement, dans plusieurs heures ça s'amortit, et puis ça reprend plusieurs jours après. Et aussi sur le niveau piézométrique, donc le niveau de la nappe d'eau qui est dessous, vous avez un petit décrochement, c'est-à-dire que votre réservoir naturel d'eau, eh bien, il change de hauteur sous l'effet des contraintes. Voilà. Donc voilà pour les catastrophes, pour faire suite au travail très intéressant de Christian. Alors on revient sous terre, hein, pour un peu vous décrire ce qu'est le milieu souterrain. Alors je vais le qualifier de soustractif, hein, c'est-à-dire que vous avez en surface beaucoup de choses et sous terre vous en avez moins. D'abord il n'y a pas de lumière, c'est l'obscurité. Hein, quand vous visitez une grotte, vous êtes obligé d'être éclairé par vous-même ou par des éclairages. Vous avez un caractère qui est essentiellement minéral, c'est-à-dire que la biologie est absente ou très discrète. C'est-à-dire que quand vous entrez dans le milieu souterrain, ce qui frappe, c'est des volumes, hein, un espace, et dans cet espace, eh bien, vous avez des constructions de pierre, hein, des cristaux, vous avez des stalagmites, des stalactites, des remplissages d'argile, etc. Tout ça, c'est minéral. Et puis, vous n'avez pas de repère d'échelle, ni de repère temporel. Alors ça, c'est important, parce que vous n'avez pas de repère d'échelle, c'est-à-dire, vous regardez une photo d'une grotte, et bien vous êtes incapable de dire, enfin, paysage naturel, hein, de quelle échelle, quelle est la taille des objets que vous voyez. Ça va être très petit, ça va être très grand, je vous ai montré quelques exemples. Et puis il n'y a pas de repère temporel, c'est-à-dire vous n'avez pas la nuit, le jour, vous n'avez pas les saisons, ou du moins vous ne les percevez pas. Et donc, vous voyez, les expériences hors du temps, eh bien, ça se fait dans les grottes, parce que les gens eh bien, ont leur horloge biologique qui est déréglée, mais qui n'est pas ajustée sur les cycles diurnes. Alors voilà l'absence de repères d'échelle, petits exemples. Vous connaissez sans doute les cristaux, la grotte, la géode de Naïka, avec des énormes cristaux de sélénite. Alors,
il fait, je crois, 55 degrés là-dedans, hein. C'est pas très sympa. Mais voilà le même minéral, hein, qui est la sélénite, hein, une espèce de gypse, hein, dans le gouffre d'Estaros, qui fait 5 cm. Voilà, l'échelle fait 5 cm. Si je n'avais pas mis l'échelle, hein, voilà. Des champignons, assez gros, hein, tel qu'on en espérerait dans les bois. Et puis des cristaux extrêmement fins, hein, donc des formes, disons, hors du commun, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre environnement de surface, des paysages, aussi un peu étranges, hein, il y a un lac, se reflètent des concrétions, là il y a des fistuleuses, des rideaux de concrétion très fines, hein. Et puis, si vous avez de la chance, vous avez des vestiges préhistoriques, hein, des grottes ornées. Hein, donc les hommes préhistoriques, il y a 30 000 ans, ou 20 000 ans, hein, ont laissé des éléments, des vestiges, ça s'appelle. Et l'environnement naturel est constitutif du monument. Le monument, vous voyez, le cheval du Pechmerle, ici vous avez naturellement une tête de cheval. Vous avez la crinière, qui est faite par des petites roches, une espèce de gravier aggloméré, conglomérant. Et puis vous avez un pendant de roche qui a la forme du cheval. Et dedans, eh bien, les hommes préhistoriques ont dessiné un cheval et même 2 chevaux, il y en a un autre derrière. Donc, ces vestiges, ils s'inscrivent dans le milieu naturel et à double titre, puisque le milieu naturel, eh bien, les conserve également, puisqu'il génère dans la grotte un microclimat, hein, qui a des propriétés tout à fait exceptionnelles. Alors, ce microclimat, hein, j'ai travaillé longtemps, hein, c'est un travail sur la conservation et qui passe par la connaissance physique du microclimat. Je vous donne une définition, hein. Ensemble des conditions climatiques d'un espace homogène, restreint et suffisamment isolé de son environnement extérieur. Donc c'est ça, on est dans la grotte, c'est homogène, c'est restreint, et il y a quelque chose qui nous protège, hein, c'est la roche, mais aussi à l'entrée, il y a une porte, il y a un ébouli, il y a un petit passage. Alors tout ça, ça fait une conservation qu'on peut qualifier de miraculeuse, hein, puisque, je veux dire, on a des vestiges, autant les bisons d'argile que vous avez vus précédemment, qu'ici les lions de la grotte Chauvet, c'est indemne. C'est comme si on les avait fait hier. Et, si vous voulez, c'est des conditions qui ne sont pas les conditions des standards muséologiques. Il n'y a pas 50% d'humidité, etc. Il y a 100% d'humidité, il y a de l'égouttement, il y a du gaz carbonique, il y a du radon, tout ça. Je veux dire, c'est surprenant. Voilà. C'est sur ce paradoxe qu'on a essayé de réfléchir. Alors là, on va passer dans le dur du sujet, dans les enregistrements. Hein, puisque pour travailler sur ces phénomènes, eh bien, je vous ai dit, il faut des capteurs. Donc on va commencer par travailler sur la température. Pourquoi on travaille sur la température? Bon, c'est facile, puisque on a des thermomètres, on peut aller acheter un thermomètre, c'est facile à trouver. Mais aussi parce que la température, c'est un paramètre d'état des systèmes, c'est-à-dire que ça détermine tous les points d'équilibre des systèmes naturels. Donc ça, si vous voulez, ça nous intéresse, parce qu'on est capable, à partir de la température, de voir les conditions générales du lieu, de l'environnement, et de les voir bouger. Hein. Donc s'il y en a des variations, eh bien, on s'en rend compte. Alors on a mesuré ici, ça c'est dans la grotte Chauvet, et ça c'est la veine d'Orniac, donc 2 grottes ardéchoises qui sont à 7 km de distance.
Donc, dans la veine d'Orniac, je ne sais pas si je peux faire ressortir la souris. Non, la souris ne veut pas sortir. Bon, il reste son petit trou. Vous avez en haut des conditions qu'on appelle ouvertes, puisque la veine d'Orniac, c'est un avène, c'est un trou vertical, et vous avez le ciel au-dessus, hein, et puis la grotte. Hein, voilà. Donc on a les conditions influencées directement par le climat extérieur. Et puis vous allez au fond de la veine d'Orniac, c'est loin, hein, c'est 120 mètres sous terre, et puis vous marchez. Et là, vous avez des conditions confinées. Vous voyez, les deux courbes sont très différentes. Et puis, vous allez à la Grotte Chauvet. C'est là où il y a de la bonne conservation. Et vous avez là, partout, c'est confiné. Dès que vous franchissez la chatière d'entrée, vous êtes dans des zones confinées. Ici, dans la salle du fond, la zone la plus confinée où il y a les lions. Là, dans la salle hier, au milieu. Et puis même dans la zone d'entrée. Donc quand vous mesurez la température, eh bien, vous voyez que ces trois températures ont les mêmes variations. C'est pareil. Mais aussi elles ont les mêmes variations que dans la grotte voisine à la veine d'Orniac. Donc ça pose des questions. C'est pas le même appareil. On a des appareils séparés. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la seule explication, et qui marche bien, puisqu'on en a fait un bon modèle, hein, c'est que c'est la pression barométrique qui fait varier la température. Hein, c'est les variations, ce qu'on appelle les variations adiabatiques. Hein. Le modèle simple, c'est la pompe à vélo. Hein. Quand vous pressez, ça chauffe. Et puis, il y a la bouteille de gaz. Hein, quand vous ouvrez le gaz, eh bien, la bouteille refroidit. C'est ça les variations adiabatiques. Ça existe partout, mais à l'extérieur, on ne les sent pas. Parce qu'elles sont trop petites, parce que la pression barométrique fait varier sans cesse les températures, mais on ne voit ça que lorsqu'on est sous terre. Et ça permet de distinguer des zones ouvertes, des zones qui sont non protégées, ouvertes vers l'extérieur, influencées directement par l'extérieur, de zones confinées qui, elles, ont des propriétés conservatoires. Alors, on a fait un petit modèle. Alors ça, c'est de la pression. C'est juste de la pression en rouge, là. C'est la pression. Et on arrive à simuler, super, la variation de température. Donc voilà, dans la Grotte Chauvet, vous voyez la Grotte Chauvet, c'est très beau. Hein, un cheval, notre plein bison, lion, tout ça semble sortir de la roche. Mais vous voyez, à tous les endroits, 1, 2, 3 enregistrements identiques. Et notre simulation, avec la petite formule élémentaire, hein, donc de température moyenne, avec un coefficient, multiplié par la variation de pression, la dérivée première de la pression par rapport au temps, pour ceux qui aiment les précisions. Alors, il n'y a pas qu'à Ardèche que ça se produit, et à Nyon, c'est très bien aussi. Voilà, en rouge, la pression dérivée, hein, différenciée, et en bleu, la température. Ça, c'est le salon noir de la grotte de Nyon. Donc, une zone confinée, hein, propriété conservatoire importante. Alors, le microclimat, comme je vous l'ai dit, on a travaillé, on a mis des publications. Le microclimat, comment il se fabrique, hein, le microclimat? Eh bien, pour comprendre ça, il faut se souvenir que le microclimat et la grotte, hein, surtout, c'est une partie du karst. Le karst, c'est un aquifère, hein, c'est des calcaires avec des trous, des grottes, de l'eau qui circule, un réservoir dessous, des sources. Voilà, c'est ça. Et dedans, il y a des grottes, parce que l'eau, elle est partie, elle est dessous, mais elle se transfère quand même en permanence. Alors, le microclimat des grottes, eh bien, il dépend de beaucoup de choses. D'abord, il dépend de ce qu'on appelle le système karstique. Alors, il y a les entrées, il y a le milieu, tout ça. Mais il dépend de la surface. Hein.
qu'est-ce qu'il y a en surface? Est-ce qu'il y a du bois? Est-ce qu'il y a des herbages, du sol, une carrière, de la roche, etc. Donc tout ça, ça influence ce qui va entrer dans le karst. Si vous avez des arbres, bien, ça protège du soleil. Si vous avez une carrière et que ça a tout raclé, bien, il n'y a plus de sol, tout ça, et ça rentre directement. Ensuite, vous avez le volume rocheux. Alors dans le volume rocheux, ça régule. Vous avez l'inertie thermique. Et puis vous avez le temps de transfert des fluides. Il y a de l'air, il y a de l'eau qui entre dans le karst, et cet air et cette eau se mettent à l'équilibre avec la roche. Et donc ils sont, comme on dit, tamponnés. Et quand ils arrivent dans la grotte, eh bien, super, ils sont là, tranquilles. Il n'y a pas de gradient, il n'y a pas de différence avec le volume rocheux. S'il n'y a pas de gradient, rien ne se passe. Si vous voulez, tout ce qui se passe en physique, il faut qu'il y ait des gradients, ou en chimie aussi. S'il n'y a pas de gradient, eh bien, les objets restent stables. C'est un peu la clé de la conservation des grottes préhistoriques. Une mise à l'équilibre et pas de gradient au niveau des vestiges. Voilà. Et puis, il y a aussi la clôture, avec l'extérieur. Donc ici, c'est un peu la grotte Chauvet. Vous avez un éboulis frontal. Si vous enlevez l'éboulis, eh bien, vous avez un milieu qui est déconfiné, c'est-à-dire ouvert, influence directe de l'extérieur, et là, vous perdez votre stabilité. Donc ça, c'est pour les conservateurs. Si on modifie quelque chose dans cet ensemble, eh bien, on génère des risques conservatoires. On a mis, quand il y aurait des conservateurs ici, un des éléments de cet ensemble cohérent. Alors, un ensemble cohérent, c'est un peu la définition des abords des monuments historiques. Les monuments historiques, il y a des abords, il y a un périmètre de protection, 500 mètres d'habitude, et c'est qualifié par les architectes d'ensemble cohérent, assure ou participe à la protection du monument. Alors, question, ça rejoint le questionnement de Christian, quels impacts peut-on attendre du changement climatique sur les microclimats des grottes? Alors, moi je dirais quels impacts voit-on aujourd'hui, puisque dans les grottes, je vois ici la grotte de Bruniquel. Voilà, vous connaissez la grotte de Bruniquel, c'est une grotte préhistorique dans le Tarn-et-Garonne où il y a des structures construites par les hommes de Néandertal, 170 000 ans. Et vous voyez qu'on mesure la température, et la température augmente de manière linéaire. Vous voyez, il y a 3 températures dans la zone profonde. Et à un moment donné, elles se croisent. Elles se croisent. Alors, ça nous a un peu inquiété qu'elles se croisent, parce que quand les températures se croisent, comme elles sont mesurées à des endroits différents, ça veut dire que le point chaud, au moment donné, c'est le point froid du site. Il y a un changement dans le dispositif thermique, et ça implique qu'il y a un risque de changement aérologique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une modification du climat intérieur, de la dynamique du climat. Alors, vous voyez, ici, ça c'est à la surface. C'est la station météo de Puy-Sency, Données Météo France. Et ici, vous voyez que la dérive climatique sur 32 ans, elle n'est pas terrible. Mais par contre, sur la dernière dizaine d'années, c'est plus 1,2 degré par décennie. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que les données météo les plus récentes montrent des effets drastiques, des effets importants, violents, sur le climat local. Ici, la grotte du Pêche-Merle, je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez que là, on a mesuré, ici, ça a commencé en 2015, ici, ça commence en 1998. Et en 1998, eh bien, il ne se passait pas grand-chose, ça montait, ça descendait, là, on avait fait des travaux, et ça se stabilisait. Et puis, à partir de 2012, à peu près,
eh bien, vous avez la dérive qui s'installe. Et ça s'explique assez bien quand on regarde l'enregistrement météo, climatique. Enregistrement climatique. Vous avez, si vous faites le calcul sur 32 ans, vous avez 0,2 degrés par décennie. C'est ce qu'on donne à peu près pour la moyenne du changement climatique, enfin de la dérive thermique en France. Par contre, sur les 10 dernières années, eh bien, vous avez plus 1,3 degré. Ça explique qu'à partir de 2012, eh bien, les choses s'énervent un peu. Voilà. Donc, il y a eu, dans les réflexions sur le climat, il y a des gens qui ont dit bien, il y a eu une pause climatique. Depuis les années 80-18 jusqu'aux années 2010 à peu près, eh bien, ça ne se réchauffait pas beaucoup. Et ça, on le voit dans les grottes. C'est-à-dire, voilà, jusqu'à 98, moi jusqu'en 2012, je ne voyais pas le réchauffement climatique. C'est pas que j'étais climato-sceptique, mais je dis, ouais, ok, il y a le réchauffement climatique, mais je ne le vois pas sous terre. Aujourd'hui, depuis 2012, dans toutes les grottes, qui sont suffisamment profondes, je ne parle pas de Nio, il y a ce réchauffement, avec des risques de modification significative. Voilà l'exemple de la grotte de Gargas, que vous connaissez peut-être, c'est les Hautes-Pyrénées, c'est pas trop loin d'ici, avec des mains préhistoriques. Voilà, même à la niche ici, avec des doigts repliés. On disait qu'ils étaient coupés, mais maintenant on pense que simplement ils sont repliés. Bon, c'est plus pratique. Voilà, donc la même chose, ce que vous voyez tout à l'heure. À partir de 2012, grosso modo, eh bien, vous avez la dérive avec des valeurs relativement importantes, en tout cas plus importantes que celles qu'on enregistre sur la station météo. Alors, une chose qui était intéressante aussi, c'est que en rouge, vous avez l'enregistrement dans la partie profonde de la grotte. En bleu, c'est près de l'entrée. Et vous voyez que petit à petit, eh bien, l'entrée, du fait de sa position, elle est moins profonde, eh bien, l'entrée se réchauffe plus vite que le centre de la cavité. Et donc, vous avez un phénomène donc, de changement du gradient thermique à l'intérieur de la cavité. Alors, ce changement de gradient thermique, eh bien, pour la première fois, en 2024, il s'est manifesté sur les parois, sur la paroi ornée. C'est-à-dire, depuis de mémoire d'homme, tous les hivers, eh bien, il y avait une tache blanche qui recouvrait une zone des peintures préhistoriques qui ont 25 000 ans ou plus. Et donc on disait, mais il y a la tache blanche, bon ok, voilà, c'est Costa, la tache blanche. Et en 2024, il n'y a plus de tache blanche. Donc vous me direz, c'est bien. Le changement climatique, bravo, il a fait disparaître la tache blanche. Oui, on est assez content. Simplement, il doit se passer des choses ailleurs. C'est-à-dire que l'aérologie a changé, de manière claire, mais il se passe des choses dans d'autres parties de la cavité. Si c'est des condensations, bon, il faut faire, voilà, si on a de la chance, c'est sur une zone qui n'est pas décorée. Si on n'a pas de chance, eh bien, voilà, il va falloir prendre des mesures de protection des vestiges. Alors, je vous ai résumé les effets du changement climatique sur le système. Donc, on va changer la dynamique des sols, de l'épicarste, donc la végétation éventuellement, si ça s'aggrave, mais aussi l'hygrométrie et la perméabilité du réseau fissural. Donc le karst, c'est quand même un aquifère. Il y a de l'eau dans les fissures. Quand il y en a beaucoup, les fissures sont pleines, il est étanche. S'il n'y en a pas, eh bien l'air circule et vous avez des communications entre le haut et le bas. Et ça change le microclimat. Voilà, le réchauffement différentiel, je vous en ai parlé. Et puis,
des événements thermiques extrêmes, hein, par exemple des grosses pluies, tout ça, vont pouvoir détériorer les clôtures, hein, c'est-à-dire les zones de protection de la grotte. Voilà, donc bon, j'ai parlé un peu des grottes ornées. Maintenant, on va attaquer les cristaux, hein, la partie un peu plus minérale de l'exposé, avec le concrétionnement. Voilà, le concrétionnement, tout le monde, je pense, sait ce que c'est. Hein. Vous avez de l'eau qui arrive dans la grotte, elle est chargée en sel parce qu'elle a dissous un peu de matière minérale. Et quand elle arrive dans la grotte, eh bien, elle tombe, là, les gouttes explosent et ça fait précipiter un petit peu de calcaire. Un petit peu. Et puis petit à petit, avec ces petits peu, eh bien, vous avez un paysage souterrain. Hein, voilà la veine d'Orniac, si vous n'êtes pas allé, hein, vous pouvez y aller, c'est en Ardèche, très beau paysage, somptueux, une grande concrétion en pile d'assiettes, enfin, un très beau paysage. Donc voilà, hein, ça illustre bien un des principes de la géologie, hein, c'est-à-dire que le temps est important, hein, c'est-à-dire que la durée des phénomènes explique l'ampleur des effets. Vous avez une simple accumulation millimétrique, hein, qui explique voilà, un phénomène grandiose de plusieurs dizaines de mètres. Alors voilà un peu, vous savez, il y avait une émission à l'époque, ça s'appelait le Schmilblick. C'est-à-dire, on vous montrait une photo, il y avait Guy Lux, et on se demandait ce que c'était. Alors là, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ça. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? C'est la coupe de... Pas de réponse au Schmilblick. C'est la coupe d'un stalactite ou d'un stalactite. Oui, certes. Mais ouais, le titre a pu vous orienter, mais ça, c'est le goulot d'une bouteille. Vous voyez, une bouteille de vin, elle est restée dans la grotte, et bien, il y avait des concrétions, et il pleuvait dessus, et bien, la calcite s'est développée sur le goulot de la bouteille de vin, et elle était plus remplie de vin, visiblement, puisque maintenant elle est remplie de calcite, mais il y a des lamines annuelles de concrétionnement, et puis on sait quand est-ce qu'on a posé la bouteille, et on peut compter le nombre de lamines, et on connaît l'âge, hein, donc 37 ans, et on connaît la vitesse de croissance des concrétions, hein, 1 mm par an. Alors ça, c'est Dominique Gentil, c'est pas moi qui ai fait la manip, donc c'est Dominique Gentil qui est directeur de recherche à Bordeaux et qui a récolté ce superbe échantillon. Autre Schmilblick, je ne sais pas s'il y en a qui sont bons, Schmilblick. Hein? Alors, pas de solution. Donc, je vous donne la solution. C'est un piquet d'une table qui était dans la grotte et qui est entouré de concrétion, entouré de calcite, de la même manière que la bouteille. Mais c'est très intéressant, parce que c'est très amusant, puisque vous voyez les cernes de croissance du bois. Vous voyez, il y a une méthode de datation, c'est la dendrochronologie, hein, qui permet, voilà, en étudiant l'épaisseur des cernes, etc., de reconstituer une espèce d'histoire de la croissance des arbres. Et à la suite de cette de formation des cernes, on a coupé l'arbre, on a fait un poteau, et on l'a laissé dans une grotte, et c'est entouré de calcite qui raconte une toute autre histoire. Alors, une concrétion, c'est toujours le travail de Dominique Gentil, je lui ai piqué un peu ces concrétions. Voilà une grotte d'Algérie, hein, de Gueldama, où il y a donc il y a eu un changement climatique, mais là je vous passe les détails, et vous voyez des traits noirs, avec
des lamines noires. Alors ça, c'est les hommes préhistoriques qui sont venus, hein, c'est les occupations préhistoriques. Ils ont fait du feu, ça a fait de la suie. La suie s'est déposée, et là, comme ça, on peut compter les lamines, où on peut faire une datation, et on sait quand est-ce qu'ils sont venus, à quelle époque, combien de temps ils sont restés, etc. Donc voilà le rôle d'enregistreur des concrétions. Alors, plus sérieusement, là c'est la grotte Chauvet. Voilà, une concrétion de la grotte Chauvet. Bon, elle était tombée, on ne l'a pas cassée. Une concrétion. Et des datations à l'uranium-thorium, ici. Alors on a vu, cette concrétion, elle a commencé à pousser il y a 34 000 ans. Elle a poussé comme ça, là, jusque là. Et après, elle s'est arrêtée. Et puis de nouveau, il y a 15 000 ans, elle s'est remise à pousser. Et vous voyez, en gros, il y a le hiatus, hein, qui est à peu près ici. Voilà, donc le moment où la concrétion s'est arrêtée et où elle a repris. Donc voilà, un hiatus de 6820 ans, la datation est super. Et donc ça correspond au plénie glaciaire. À l'époque, il y avait la période la plus froide, récemment répertoriée. Hein, donc très froid, peu de précipitations, et donc peu d'infiltration, et pas d'infiltration en tout cas, au-dessus de cette concrétion. Donc voilà la reconstitution, et ici, il y a les delta-O18, donc les isotopes de l'oxygène, à rouge là, qui vous indiquent d'où vient l'eau. L'eau, elle peut venir de la Méditerranée, hein, voilà, elle peut venir de l'océan Atlantique Sud, de l'océan Atlantique Nord. Il y a les circulations atmosphériques. On voit bien que la circulation atmosphérique, là, elle était à peu près stable, hein, jusqu'à 22 000 ans. Puis là, quand ça a repris, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'origine de l'eau, hein, était différente. Et puis, ça a repris à peu près son cheminement. Donc voilà une façon de regarder le passé, de voir une catastrophe, hein, et qui est une catastrophe ancienne, effectivement, vers 20 000 ans. Ben, ici aussi, il faisait très froid. Alors bon, les hommes étaient là, hein, ils n'ont pas disparu, mais enfin, bon, les conditions n'étaient pas très sympas. Voilà, donc on va passer maintenant à une dernière partie, hein, qui est consacrée au gouffre d'Esparros. Je ne sais pas si certains connaissent le gouffre d'Esparros. C'est dans les Hautes-Pyrénées, dans les Baronnies, et c'est un gouffre, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture en haut, c'est un gouffre qui est classé au titre des monuments naturels, hein, au titre des sites, hein, le 25 octobre 1987, mais qui est ouvert au tourisme, et dans lequel on a pris des mesures conservatoires. Voilà, les gens sont très impressionnés par les belles aiguilles d'aragonite, les bouquets d'aragonite blancs. Voilà des concrétions tout à fait extraordinaires, des concrétions avec des formes un peu étranges, des choses qu'on ne voit pas en surface et qui n'auraient pas pu subsister. Voilà encore des concrétions un peu échevelées, des aragonites coralloïdes, plutôt pensées aux coraux, hein, ces espèces de formes souterraines, et puis des paysages, hein, voilà, on dirait qu'il a neigé, hein, et la voûte, et puis toutes les parois sont blanches, tapissées d'aragonite. Voilà, Norbert Casteret qui a découvert ce site, hein, dans les années 30, avec la salle de la Vierge. Ici, là, il y a une petite Vierge, il a fait descendre son copain le curé, et qui a consacré la chapelle, et qui a laissé une Vierge qui est toujours là. Voilà, officiellement. Voilà, alors nous, on ne fait pas que visiter, hein, on travaille sur la conservation, hein, l'objectif c'est de conserver, conserver, ça veut dire d'abord, hein, comprendre comment ça fonctionne. Alors, voilà ce qui était auparavant. Alors voilà ce qu'on appelle la zone du pont du diable, avec la galerie d'aragonite qui s'ouvre. J'ai mis en petit
Mère Casteret qui rampe au-dessus du pont du diable. Et vous voyez que l'aragonite se développe au-dessous d'un niveau horizontal. Donc il y a une répartition spatiale de l'aragon des cristaux qui est très très nette et qui est permanente dans toute la grotte. Alors l'idée intérieure, c'est que ces cristaux fossilisaient un paléo-environnement qui était un niveau d'eau, qui avait déposé de l'argile sur les parois. Cette argile ralentissait le débit d'arrivée d'eau, etc. Il y avait toute une théorie. Et donc les cristaux d'aragonite étaient fossiles. Ça fossilise. On visite un truc comme les grottes préhistoriques, et ben voilà, c'est des trucs fossiles. Je veux dire, il ne s'en refait plus. Et puis surprise, en 2001, eh bien, on a vu se former de nouveaux cristaux d'aragonite sur des endroits qu'on connaissait, qui étaient parfaitement nus, qui avaient été déblayés un peu lors de l'aménagement. Et voilà, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la dynamique de la formation de l'aragonite, elle est encore active. On n'a pas affaire à des fossiles, on a affaire à des trucs, je ne dirais pas vivants, mais actifs, quoi. Alors bon, on s'est dit, il faut comprendre, parce que si vous travaillez pour conserver un site, et si vous n'avez pas le bon modèle de formation, ce n'est pas bon pour le site. Vous risquez de faire des bêtises, donc il faut rechercher un modèle qui soit cohérent avec tout ce que vous voyez et qui soit satisfaisant. Donc les nouveaux moyens, eh bien, il y a eu un projet, des collègues là de l'université, du CNRS, et la première chose, ça a été de cartographier la zone, de faire un relevé LIDAR, et voilà, bon, les collègues en train de faire le relevé. Voilà le résultat du relevé LIDAR. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la vallée. Puis, vous voyez un trait tout droit, c'est le tunnel d'accès qui avait été creusé pour accéder à la grotte. Et ça, c'est la grotte. Avec un truc qu'on ne voyait pas, que vous ne voyez pas quand vous promenez, c'est un méandre, un vrai méandre qui n'est apparu que lorsqu'on a fait le relevé LIDAR. Voilà, et puis on a fait de nouvelles mesures. Donc, voilà, en train de monter les hygromètres, les thermomètres, les évaporomètres, etc. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, bien, on a quelques résultats. Alors, les résultats, c'est que, curieusement, on a dans ce volume de vide, de la grotte, il y a deux masses d'air qui sont très différentes. Une masse d'air supérieure qui est plus chaude, saturée en vapeur d'eau, et une masse d'air inférieure où se trouve l'aragonite qui est plus froide et qui est sous-saturée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la limite entre ces deux masses d'air, c'est exactement au centimètre près, la limite des cristaux. Alors, je ne vous fais pas le détail de commentaires, mais quand on regarde les états de parois, voilà ce qu'on voit. Et on aurait pu s'en apercevoir avant, on se dit, mais on l'a vu qu'après avoir les données, on a la partie supérieure de la voûte et des parois qui est extrêmement corrodée, et puis là, la limite, vous voyez, les petits cristaux blancs qui apparaissent, et là c'est pareil, à un autre endroit, bien, vous avez une voûte abîmée par la corrosion, et puis des cristaux qui se développent au pied. Et quand on regarde en détail, qu'on est un peu sur la piste, eh bien on voit que quand on regarde en haut, on voit que les mouillages, qu'il y a de la condensation, il y a des mouillages, et ces mouillages, ils sont pas symétriques. Ils ne mouillent que les parois qui sont face au courant d'air. Et de même, les cristaux, c'est pas symétrique. Vous voyez une concrétion, c'est les lilas, avec des cristaux d'aragonite, et ils se développent suivant une direction. Alors, on a voulu en savoir plus sur ces apparentes circulations. Alors, on a fait des petites manifs pour mesurer le courant d'air. Voilà, on a mis des bidons, on a fait du brouillard, etc. Et voilà, je vais peut-être
arriver à vous montrer une petite manip. Voilà. Alors ça, on a pris de l'eau de la grotte, qui était dans un gourd, on l'a mis dans un bocal, et puis on a mis un système d'ultrasons, voilà, pour faire du brouillard et des gouttelettes, et on a éclairé ça avec une nappe laser horizontale, le laser que vous trouvez pour faire les travaux. Et puis on a mesuré le courant d'air. Voilà un anémomètre à fil chaud qui mesure alors 8 cm, 7 cm, 9 cm, etc. Et là on voit qu'il y a un écoulement qui est directionnel, mais qui est turbulent. Ce n'est pas laminaire. Les lignes de courant ne sont pas parallèles, c'est totalement turbulent. Alors voilà. Donc, que transporte ce courant d'air? Donc, une fois qu'on a vu ces courants d'air, alors le courant d'air, on en a vu deux. Il y a celui du bas qui va vers l'aval et celui du haut qui va vers l'avant. Alors, ce courant d'air, il transporte évidemment de l'eau, puisque je vous ai dit qu'il y avait de la condensation, et là, on la mesure. Voilà, on a mis une gouttière, là, qu'on est allé acheter chez la Forge Matériaux, et on l'a mise verticale, et puis dessous, on a mis un pluviomètre. Et on a de l'eau et des égouttements très réguliers. Et sous la paroi, c'est pareil, sous la paroi haute, on a mis un compteur de gouttes et on a aussi un écoulement très régulier. Donc c'est de l'eau de condensation. Mais il n'y a pas que ça. On a mesuré aussi les aérosols. Les aérosols, c'est les poussières qu'il y a dans l'air. Et on s'est aperçu qu'il y avait des poussières qui circulaient dans des sens différents. Ces poussières, alors on se dit c'est des gouttes d'eau. Non, l'appareil qui mesure les aérosols, il sèche d'abord l'air, et donc c'est des particules minérales. Donc c'est des éléments minéraux qui sont libérés probablement par les impacts des gouttes, des égouttements de voûte. Et alors le Covid, là, il nous a aidé beaucoup, parce que le Covid a fermé la grotte pendant des mois et des mois. Et quand on est revenu, eh bien, on a regardé les balustrades là, et on a vu des petits points blancs. Et là, on a prélevé, c'est tout petit, on a prélevé, et là, il y avait de l'aragonite et de la calcite. Donc, il y a un transport, un dépôt et un développement des cristaux qui n'est pas un développement, disons, par des arrivées d'eau locales, mais par un transport probablement aérologique. Alors le géologue, évidemment, il veut savoir depuis quand ça dure, et on a fait quelques datations. Voilà, Dominique Gentil, c'est toujours son travail que je présente aussi, c'est vraiment complémentaire. Et là, on a daté, et on a trouvé 110 000 ans, 103 000 ans, 168 000 ans. On a fait des coupes, on a vu des phases de croissance, des phases d'arrêt, comme dans les concrétions, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis on a échantillonné un morceau de gourd au sol. Vous savez ce que c'est un gourd? C'est un barrage naturel de calcite qui est formé par l'eau qui précipite de la calcite. Et dans la galerie d'aragonite, eh bien, il n'y a plus d'eau. Il n'y a que les gourds, ils sont fossiles. Et alors, quand ce gourd avait été coupé, parce qu'il y avait des espèces, je ne sais pas, Norbert Casteret avait marché dessus, sans doute, et on a récupéré ce morceau, et ce qu'on voit, c'est que la calcite, eh bien, du gourd, c'est-à-dire l'époque où il y avait de l'eau, eh bien, elle date de 267 000 ans, 280 000 ans, et puis ensuite, il y a un niveau à manganèse qui indique qu'il y a un arrêt des écoulements, et puis une argile manganésifère aussi, qui montre un confinement et un arrêt de l'écoulement. Et au-dessus, vous avez de l'aragonite. Et alors là, on date de l'aragonite, 100 000 ans, etc. Donc des choses cohérentes avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il nous manquait un truc, c'est qu'on n'a pas de modèle aérologique, et donc on fait des mesures dans toute la grotte, on fait un profil de température pour voir comment sont organisées les températures. Et là, bon, très simplement, eh bien, vous avez le fond qui est froid, et puis la zone la plus proche
de la surface qui est chaude, et ça, c'est progressif. Et là, on peut fabriquer un modèle de fonctionnement qui est une convection d'âge géologique, puisque c'est un truc qui fonctionne, c'est un courant d'air qui se met en place il y a à peu près 170 000 ans et qui marche aujourd'hui encore. Hein. S'il ne marchait pas, ben on perdrait les aragonites. Alors, point froid, point chaud, et une circulation de grande ampleur, une convection de grande ampleur, avec, lorsque l'air remonte vers le point froid, hein, il parcourt le gradient thermique négativement, c'est-à-dire vous avez de l'air chaud, relativement chaud, saturé, en tout cas, qui va vers des points de plus en plus froids, donc ça se refroidit, et bien ça condense tout le temps. Dès que l'air avance, eh bien, il condense un peu, Et le contraire, quand il descend, hein, et il descend, donc c'est de l'air qui est saturé, mais il parcourt le gradient thermique positif. Et là, il se réchauffe un peu, et donc il devient sous-saturé. Hein, l'humidité diminue, l'humidité relative, hein, l'humidité diminue, et ça laisse la possibilité aux aragonites de se former. Donc voilà un modèle, si vous voulez. On est sur un truc instantané, hein, des mesures qui sont instantanées, et puis tout d'un coup, mais on a un modèle qui s'étend hein, jusque dans des périodes très anciennes, un modèle d'ampleur géologique. Voilà, donc pour conclure, ce qui est 59, je ne suis pas mauvais, ce que nous a relevé il n'y a pas Michel Galli, tu risquerais. Le milieu souterrain, eh bien, vous voyez, les cavités karstiques, c'est un système ouvert sur l'extérieur, mais qui est protégé. Hein, ça peut être ouvert, mais protégé. Hein, c'est ça la principale leçon. Le volume rocheux filtre les effets de surface. Alors, vous avez un filtre sur le long terme, un filtre passe-bas, c'est-à-dire un lissage des fluctuations saisonnières et annuelles. Alors ça rend, par exemple, l'effet du changement climatique très net. Hein, vous avez la stationnarité, et puis à un moment donné, à partir de 2012, ça va tout droit. Donc on ne voit plus ces variations, là, comme nous montre la météo, là, les petites variations. Non, c'est très net et très continu. Donc une augmentation, finalement, de la précision par un filtre naturel. Et sur le court terme, sélection d'effets invisibles en surface. Donc l'explosion du Onga Tonga, vous n'avez que la pression barométrique qui rentre dans la grotte. Vous n'avez qu'un paramètre. Et là, vous le voyez. Vous voyez son effet. Tous les autres paramètres, la température extérieure, voilà, etc., ils sont stoppés par le volume rocheux. Donc, aussi, hein, un effet de révéler un certain nombre de phénomènes qui, en surface, ne sont pas apparents. Alors, l'environnement, c'est un environnement de basse énergie, hein, qui favorise la formation d'objets qui sont inconnus en surface, en tout cas qui ne résisteraient pas hein, aux conditions extérieures, et aussi la conservation de ces objets et d'un patrimoine remarquable de l'humanité. Mais ce sont les vestiges des grottes ornées préhistoriques. Voilà, je vous remercie, j'ai dépassé d'1 minute.